Il se répéterait pas un peu des fois le père Cameron? Salut à tous. Alors vous l'aurez compris, je boucle aujourd'hui mon cycle Avatar en vous parlant du troisième opus, sobrement intitulé Fire and Ash, traduit en français par le titre de Feu et de Cendres, donc Avatar 3, réalisé par James Cameron, avec toujours dans les rôles principaux donc Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, ou encore Kate Winslet et Giovanni Ribisi. Alors, le résumé en quelques mots, Jake et Neytiri doivent faire face à leur deuil vis-à-vis du décès de leur fils aîné. Dans le même temps, Loak, le deuxième fils, cherche toujours à gagner l'estime et l'honneur de son père en venant en aide au peuple des Tulkun, hein, ces fameuses baleines qu'on nous faisait découvrir dans le deuxième. Dans le même temps, Quaritch est toujours ivre de vengeance vis-à-vis de Jake, mais en même temps, il est partagé par son désir de paternité envers Spider, hein, son fils biologique. Et c'est là que va entrer en scène une nouvelle tribu, les Manquan, aussi appelée Peuple des Cendres, et que là, la situation va encore davantage se compliquer. Alors, qu'est-ce que je pense de ce troisième opus? Eh bien, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, son côté un peu répétitif, ou pas, son côté parfois un petit peu brouillon, eh bien, ça reste du grand cinéma, tout simplement, du grand art. Voilà, mais je vais développer tout ça. Alors, commençons par la mise en scène. Alors, je ne vous apprends plus rien, je l'ai même déjà dit et redit lors de mes critiques des deux premiers opus. Visuellement, c'est toujours aussi bluffant. La motion capture, comme je le disais, est toujours autant impressionnante. Voilà. Alors, on sait qu'on est dans du faux. Hein, je veux dire qu'on a voilà, c'est du décor en CGI, que c'est de l'infographie, de l'informatique, mais c'est tellement travaillé, l'esthétique est tellement léchée, tellement voilà, c'est vraiment filmé, je vais dire en plan large pour souligner l'immensité de Pandora avec toutes ces textures, ce paysage forestier, lunaire, ces fameux couchers de soleil, et cetera, que ça reste vraiment visuellement très impressionnant. Alors, il faut savoir aussi que le film, bon, je l'ai vu en 3D HFR pour tout vous dire. Alors, j'ai vu que ça pouvait désorienter certaines personnes et je peux le comprendre. On passe parfois du 24 aux 48 images par seconde, voire même parfois 60 images par seconde. Et c'est vrai que par moment, on a l'impression que c'est filmé un peu comme ça, la va-vite, pif, paf, pouf. Enfin, voilà. On va voir par exemple un personnage qui va faire un geste comme ça, puis d'un coup ça va changer, voilà, comme ça très rapidement. Et alors, je suis pas scientifique, hein, mais voilà, pour l'œil humain, je peux comprendre que ça puisse parfois un petit peu déranger, mais pour moi, justement, ça fait partie du plaisir immersif, parce que Avatar est aussi un film immersif. Ça contribue au bonheur du spectateur. Alors, je le disais, à niveau mise en scène, on reste un petit peu comme dans le 2. Hein. D'ailleurs, c'est pas pour rien que les 2 et 3 ont été tournés l'un à la suite de l'autre. Hein. On pourrait même dire que c'est la deuxième partie du deuxième volet, même si pour moi ça reste quand même un troisième volet, parce que malgré ce qu'on en dit, il y a quand même des différences. Mais bon, je vais y venir. On a de nouveau du montage alterné. Alors, je le disais, hein, je veux dire... voilà, donc le film ici est marqué par la tragédie familiale, hein, à savoir la perte du fils aîné de Jake et Neytiri. Du coup, ça a un impact sur les différents membres de la famille. Et donc, à travers les montages alternés, Cameron a choisi justement d'utiliser donc le montage alterné pour mieux souligner les liens entre les différents personnages, notamment la relation entre Spider et Kiri. Hein, on comprend que voilà que ils s'entendent très bien, mais pas que, il y a un peu de l'amour dans l'air, comme disait un certain chanteur français. Voilà. Il y a, je le disais, toute la relation de Jake et Neytiri, et je le répète, confrontés au deuil. Loak et sa copine, hein, aussi, du peuple des Mettiquaya, voilà, je ne sais pas si j'arriverai à le prononcer correctement. Et enfin aussi la relation entre Quaritch et Varang, qui est la reine du peuple des cendres, personnage ô combien charismatique et peut-être l'élément le plus intéressant du film. J'y reviendrai dans la partie scénario. Et donc voilà, c'est en ce sens qu'on est vraiment en pleine continuité du deuxième opus, vu que ce troisième volet démarre vraiment là où
où le deuxième s'était arrêté. On retrouve également le procédé de la voix off, sauf que cette fois-ci, et c'est plutôt subtil, là où dans les deux premiers, c'était la voix de Jake, ici, c'est la voix de son fils Loak. Parce que oui, on sent que Loak, bon, il a perdu son frère, qu'en plus de ça, son père le juge responsable de la mort de son frère. Il a quasi tout le poids du monde sur ses épaules. En plus que ça, il est devenu le guide suprême, on peut le dire, de la protection du peuple des Tulkun. Et voilà, donc le film est clairement centré sur Loak, hein, je veux dire, raison pour laquelle Jake et Neytiri sont un petit peu plus hors trait. Enfin, bien que Neytiri, d'ailleurs toujours impeccablement interprété par Zoé Saldana, a aussi un acte intéressant, vu qu'on sent que c'est forcément que voilà, elle a du mal à faire son deuil, que voilà, ses envies de revanche remontent à la surface. Voilà, là où dans le premier, au début, elle avait des inquiétudes légitimes envers Jake qu'elle qualifiait de peau rose, du coup le terme peau rose lui revient comme ça en mémoire, ce qui va un petit peu fragiliser son couple avec Jake. Jake qui lui rappelle que lui au départ aussi a été Aporos et qu'elle a choisi délibérément d'épouser Aporos, donc voilà. Alors tout cela m'amène déjà à passer au scénario. Alors je le répète, hein, les deux films ont été tournés en même temps et ça se sent. Et alors comme je l'avais dit lors de ma vidéo d'Avatar sur Avatar 2, Cameron avait semé des graines. Voilà, donc toute la relation progressivement amoureuse entre Spider et Kiri, également entre Spider et Quaritch, hein, vu que Spider est le fils biologique de la version humaine de Quaritch, vu qu'ici Quaritch humainement est mort, hein, c'est dit et redit. C'est l'avatar de Quaritch qui maintenant le remplace en quelque sorte. Et plus encore, les pouvoirs naissants de Kiri, on sentait que Kiri avait un pouvoir qui dépassait l'entendement, qu'elle était même en lien avec Ewa, et cette fameuse divinité de la planète Pandora. Voilà. Donc, justement, Cameron profite de ce troisième opus pour vraiment mettre tout ça en place. Hein, et d'ailleurs, ce sont pour ainsi dire je parlais tout à l'heure de Loak, mais on pourrait dire que Spider et Kiri sont véritablement les vrais héros, je vais dire, de ce troisième opus, vu qu'ils sont au cœur du récit. C'est même Spider qui déclenche, j'ai envie de dire, le récit de ce troisième volet. Hein, où on sent qu'il commence, Spider étant humain, il a du mal avec l'oxygène de Pandora, donc il perd progressivement son oxygène. On sent que malgré lui, il représente une menace potentielle pour Pandora, et, euh, et que du coup, Jake et Neytiri hésitent quand on sort de Spider, est-ce qu'ils doivent le garder ou pas au sein de leur famille, donc voilà. Tout ça. Et alors je le disais, bien que ce troisième volet reprenne des schémas narratifs des deux premiers, hein, il y a toujours, mais bon, ça c'est le cœur même de la saga, hein, désormais on le sait, la rivalité entre les Na'vi et les humains. J'ai envie de dire que Cameron ne fait pas complètement comme j'ai pu l'entendre ici et là par certains de mes confrères, un copier-coller du 2. C'est-à-dire que oui, on a une nouvelle tribu, en l'occurrence les Makwan, hein, donc le peuple des cendres, mais qui sont à l'opposé total des Metquiyana, donc du peuple de l'eau qu'on découvrait dans le 2. C'est-à-dire que le peuple des cendres n'est pas pacifique du tout, voilà. Varang ne s'en cache pas d'ailleurs, hein. Elle tue délibérément, elle prend plaisir à tuer, ce qui va, encore une fois, c'est pas du spoil, hein, c'est tel quel la faire se rapprocher de Quaritch. Et ici, voilà, contrairement aux deux où Jake et Neytiri prenaient la fuite et pour échapper justement à Quaritch et s'adapter aux coutumes d'un nouveau peuple, ici c'est pas le cas. Il n'est pas question de découvrir un nouveau peuple et de s'adapter à leurs coutumes, c'est pas ça. Au contraire, le peuple des Cendres représente une menace, et plus seulement pour Jake et Lessia, mais également pour les humains. Et et du coup, ça permet justement, et je le disais, de rehausser un petit peu le personnage de Quaritch, où là aussi, on sent que Cameron a envie d'en faire autre chose qu'un simple militaire revanchard. Là où, voilà, déjà dans le 2, on sentait que, voilà, je veux dire, son amour pour son fils, malgré son statut d'avatar, le rendait limite plus humain que son véritable humain. Quand je vais dire, ça rend son avatar plus humain que l'humain qu'il était véritablement dans le premier, je vais le dire comme ça. Et
Et voilà, donc Cameron va tourner autour de ça, et donc en faisant se rapprocher Quaritch de Varang, voire même à un moment donné, sans trop en dire, en confrontant cette fois-ci pas physiquement mais verbalement Quaritch et Jake. Jake qui lui dit, écoute, voilà, que tu le veuilles ou pas, t'es désormais un Navy, comme moi t'es un ex-marine, moi j'ai changé, tu peux toi aussi si tu le veux changer. Donc on sent, alors j'irai pas plus loin, hein, rassurez-vous, mais que voilà, le personnage Quaritch prend beaucoup plus d'épaisseur, que Cameron n'a pas voulu en faire un simple méchant avide de vengeance. Et c'est pareil avec le personnage de Varang, hein, qui nous est présenté, enfin Varang interprété par la formidable Oula Chaplin, petite fille pour la petite histoire de Charles Chaplin, qui, voilà, Varang est vraiment présenté comme un personnage auquel, malgré tout, on peut s'attacher, malgré ses actes de cruauté. On sent qu'il y a du vécu, on sent qu'il y a de la torture derrière tout ça, et on sent que Cameron, bah, on sent que voilà, que même si au départ il utilise des stéréotypes, j'ai envie de dire voilà, le militaire revanchard, la méchante entre guillemets avide de vengeance, la mère en proie au deuil, prêt à tuer, etc. Qu'il essaye quand même d'en faire autre chose. Et j'ai envie de dire ça fonctionne parce que, qu'on le veuille ou pas, au-delà de toutes les prouesses technologiques, ça reste quand même un film. Ça reste un film quand même de relation, hein, je veux dire Avatar. J'irai pas jusqu'à évoquer le terme soap opera, mais on n'est pas loin, comme je l'ai déjà dit l'autre fois, d'une tragédie familiale à la Star Wars, quoi. Je veux dire, Skywalker versus Sully, quoi. C'est un peu ça, en quelque sorte. Je veux dire, les personnages vont développer de plus en plus des sentiments progressifs. En plus de ça, James Cameron souligne, alors on n'en sait encore rien, que les prochains opus pourraient prendre une toute autre direction, voire même pourraient se situer de nombreuses années après. Donc on imagine que allons-y, disons-le comme ça, que les personnages pourraient évoluer. Voilà. Donc voilà, et c'est vraiment ça le cœur du film, hein, c'est la famille, hein, comme je le disais. Euh, et alors, on a cette conclusion qui donne l'impression de fin d'un acte, mais pas de fin de saga. Alors, je ne vous apprends rien en disant ça. Hein. Cameron l'a dit et répété qu'il envisageait de faire Avatar 4 et 5, mais tout dépendra, comme il l'a dit, des résultats au box-office. Alors, le film va cartonner, ça, il y a aucun doute là-dessus, mais il faut qu'il cartonne véritablement, quoi. C'est-à-dire que s'il se contente, entre guillemets, de rapporter 1,5 milliard de dollars, pour des films de cette ampleur, c'est triste à dire, mais ce sera considéré comme insuffisant, quoi. Il faut au moins les 2 milliards, voire même 2,5 milliards, quoi. Je vais dire des scores qui en plus ont déjà été faits par des films comme Star Wars, Le Réveil de la Force ou Avengers Endgame. Voilà, donc alors on sent que Cameron se montre prudent, hein, et c'est tout à son honneur, d'autant plus que qu'il le veuille ou pas, son bébé a été récupéré par une firme aux grandes oreilles dont je ne citerai pas le nom, mais je pense que vous voyez de qui je veux parler. Mais voilà. En tout cas, tout ce que je peux dire à propos d'Avatar 3, c'est que oui, alors il y a on peut dire, mais on s'y attendait quelque part à ce qu'il y ait des formules qui se répètent. Je le disais, c'est quasi une suite directe du deuxième. Hein, ça pourrait même être Avatar 2.5 limite. Donc oui, voilà, le conflit est toujours là, mais comme je le disais, avec quand même une structure narrative différente. Déjà le fait que voilà, on ne refait pas le coup de la nouvelle tribu pacifique qui va apprendre de nouvelles choses à nos héros. Voilà, honnêtement, c'est ce que je craignais, et Cameron n'est pas tombé dans ce piège. Donc ça déjà, c'est quelque chose qu'on peut pas reprocher au film. Mais voilà, quoi, je veux dire. Alors c'est vrai que au niveau des batailles et de l'action pure, il y a des moments parfois qui se répètent. Hein, je veux dire les moments notamment de bataille entre les Tulkun et les pillards, ou encore les batailles, je veux dire dans le ciel, notamment entre les grosses machines, les gros avions pilotés par les humains et les montures, hein, je veux dire des navires. Voilà, on peut il y a, j'ai envie de dire oui, par moment une forme de redondance, mais j'ai envie de dire voilà, quelle saga n'en a pas, hein, je veux dire de la redondance, hein, j'ai envie de dire c'est comme ça, mais on se dit qu'en voyant la fin, on se dit que voilà, qu'à partir du 4, ce serait bien que Cameron raconte un peu autre chose, et visiblement c'est ce qui est prévu, vu que voilà,
vous me le direz vous-même dans les commentaires, on voit bien à la fin du 3 que la saga semble désormais s'orienter vers autre chose. Donc voilà, on a entre guillemets ici ce qu'on peut voir comme une trilogie. Alors trilogie au sens large, hein, je veux dire dans le genre où voilà un conflit humain-navi, avec au centre une histoire de famille qui se construit hein, entre Jake et Neytiri. Là où dans le 4 et le 5, on pourrait très bien avoir autre chose, voilà. Mais pour moi, voilà, c'est un troisième opus que je trouve, encore une fois, visuellement hyper impressionnant. C'est de loin, c'est peu surprenant de le dire, mais le meilleur blockbuster de l'année, même si il y en a que j'ai aimé. Hein, j'ai beaucoup aimé le Superman de James Gunn notamment. Mais voilà, il est clair qu'en termes de grands spectacles et même j'ai envie de dire d'intérêt scénaristique, c'est de loin ce qu'on a eu de mieux à Hollywood en termes de cinéma de divertissement ces dernières années. On sent que Cameron, malgré ses 70 ans passés, il en a encore sous le capot, hein, à l'instar de George Miller ou voilà. Donc moi je dis oui pour les prochaines suites, j'attends de voir le résultat. Alors est-ce que je le mettrai dans mon top 10 de l'année? J'avais mis en son temps le numéro 2 premier de mon top carrément, je l'avais vu 3 fois au cinéma, alors ici le troisième, j'irai très certainement le revoir. Je le mettrai peut-être dans mon top, mais peut-être en tout cas pas la première place. Mais en tout cas, voilà, c'est un film qui a des défauts, comme je dis, qui a des répétitions, ça on peut le dire, mais qui reste extrêmement généreux et qui en plus de ça a le mérite de se focaliser sur ses personnages, sur les relations entre les personnages et encore une fois d'un minimum renouveler sa formule. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce Avatar 3 de feu et de cendre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et d'ici là je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, d'ores et déjà de bonnes fêtes de fin d'année. Très bientôt, salut, ciao.